Média TV, merci de nous rester fidèles. C'est l'heure de l'invité de la rédaction, un entretien mené par Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Pape Sergio. Et ce matin, avec votre invité, vous allez revenir sur la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Effectivement, on va voir ça, mais surtout voir en détail les accords de coopération qui ont été signés, mais aussi la cause palestinienne que le Maroc continue de mener. Donc on va voir ça avec notre invité, et c'est dans l'invité de la rédaction. Bonjour et bienvenue sur Média TV. 12 jours après l'annonce de la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, Rabat et Tel Aviv ont conclu ce mardi 22 décembre 2020 4 accords de coopération. C'était dans le cadre de la visite historique d'une délégation israélo-américaine dans la capitale marocaine. Quelle est la portée de ces accords et les perspectives de développement des relations entre le Maroc et Israël? Nous en parlons ce matin avec Emmanuel Dupuis. Il est président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonjour Emmanuel Dupuis. Bonjour. Alors tout d'abord, au regard des liens historiques qui unissent le Maroc à une partie de la population israélienne, pensez-vous que cette normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv a quelque chose de singulier par rapport à d'autres pays arabes? Oui, alors c'est une visite importante, c'est la première visite depuis l'accord du 10 décembre, c'est une visite plus que symbolique, mais le symbole a été tout à fait présent puisque la délégation américano-israélienne, ce qui est déjà une nouveauté en soi, a pu visiter le mausolée de Mohamed V et de Hassan II, donc le caractère symbolique était présent, mais comme vous l'avez mentionné, il s'agit surtout de renforcer les relations économiques entre les trois pays, puisqu'il y a eu 4 accords qui ont été signés entre Israël et le Maroc, et 2 accords qui ont été signés avec les États-Unis. Je crois que le symbole est doublement fort vis-à-vis de la population marocaine, mais aussi vis-à-vis de la population israélienne. Vous avez mentionné le fait que cette visite préfigure un renforcement des relations diplomatiques qui n'ont jamais cessé d'exister en réalité, puisque le père de l'actuel roi, Hassan II, en 1994, avait ouvert un bureau de liaison entre Israël et le Maroc, bureau qui avait été fermé après l'intifada d'octobre 2000, mais il s'agira d'ici quelques semaines de réouvrir ce bureau, ce bureau d'intérêt à Rabat. Donc cette visite est une préfiguration de cette nouvelle relation qui s'est concrétisée et formalisée le 10 décembre dernier. Alors, parlons à présent des 4 accords signés ce mardi 22 décembre à Rabat. Ils portent sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, le transport aérien, l'agriculture et la promotion des investissements. Comment ces premiers accords sont-ils de nature à rapidement développer les relations entre les 2 pays, notamment sur le plan économique? Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. Il s'agit évidemment de 2 types d'accords. Il y a les accords entre le Maroc et les États-Unis, et là, il s'agira de profiter du caractère africain de cette décision américaine, c'est-à-dire de considérer le fait que le Maroc est bien solidement ancré dans un espace régional auquel il aspire à participer de manière institutionnelle à travers la demande qu'il a formulée de la CEDEAO pour rentrer dans la CEDEAO, demande qui avait été formulée en février 2017 et qui avait un petit peu traîné, si j'ose dire, et qui va sans doute être accélérée par les investissements américains, puisqu'il s'agit aussi de cela, avec la mise en place d'un mémorandum d'entente, avec des lettres d'intention pour favoriser le soutien à l'investissement, non seulement l'investissement américain vis-à-vis des provinces du sud du Maroc, mais l'investissement américain à partir des provinces du sud vers le reste de l'Afrique de l'Ouest et notamment le voisinage immédiat qu'est la Mauritanie et le Sénégal. Donc ça, c'est une première partie des accords. Après, il y a la deuxième partie des accords, un petit peu plus innovant, si j'ose dire, les 4 accords que vous avez mentionnés entre l'État d'Israël et le Maroc, évidemment en commençant par le fait qu'il faut entre guillemets, normaliser des relations qui existent de longue date. Il y a entre 50 000 et 70 000 touristes israéliennes qui viennent régulièrement en Israël. Et bien évidemment, la signature d'un accord de coopération entre le Maroc et Israël, notamment en ce qui concerne l'aviation civile, va permettre aux 3 000 citoyens marocains de confession hébraïque de se rendre directement entre Rabat et Tel Aviv. D'ailleurs, symboliquement, c'est le vol inverse qui a amené la délégation
américano-israélienne. Il s'agit évidemment d'accords qui ont un intérêt vital pour le Maroc. Je pense notamment à celui de l'eau, où l'expertise israélienne de ce domaine est particulièrement bienvenue. Israël est devenu le champion, par exemple, du retraitement des eaux usées. C'est également un élément sur lequel le Maroc va pouvoir s'appuyer, par exemple, en ce qui concerne la désalinisation de l'eau. 75% de l'eau qui est consommée en Israël provient de cette technologie. C'est là aussi la matrice de futures coopérations de manière plus structurée entre les deux pays. Et puis, évidemment, il y a la dimension économique, commerciale, qui est classique. Et de ce point de vue, ce n'est que le début d'une coopération qui se veut plus fructueuse, mais encore une fois avec ce caractère innovant où il s'agissait d'une double délégation américaine-israélienne qui est venue au Maroc. Parlons de la promotion des investissements. On sait que le roi Mohamed VI même l'a mentionné lors de son entretien donc, avec la délégation israélo-américaine. De très hauts responsables israéliens sont d'origine marocaine. Et aussi, au niveau des affaires, les milieux d'affaires, en tout cas israéliens, beaucoup ont des attaches ici au Maroc. Sur ce plan-là, selon vous, dans quel secteur ces relations économiques peuvent se développer aujourd'hui ? Écoutez, il y a 6 secteurs qui ont été mentionnés dans la coopération. C'est assez classique. Il suffit de les revoir ensemble. Le domaine de la santé, le domaine de l'agriculture, des infrastructures, enfin de soutien aux infrastructures, du tourisme. Je l'ai évoqué, les 50 000 visiteurs, si j'ose m'exprimer ainsi, israéliens qui viennent chaque année au Maroc. Le soutien aux petites et aux moyennes entreprises. L'innovation et les nouvelles technologies. J'ai évoqué l'apport de ces nouvelles technologies en matière d'assainissement des eaux. Et puis, bien évidemment, puisqu'on est dans une phase de coopération aussi dans le domaine sanitaire, la dimension de la santé, mais aussi également de l'éducation ou des énergies renouvelables, particulièrement bienvenue pour l'autre dimension, le caractère africain de la signature de la coopération, du renforcement de la coopération entre Israël et le Maroc et de facto la reconnaissance du caractère saharien du Maroc par les États-Unis, avec symboliquement il y a quelques jours le début des travaux, ou en tout cas la mise en application de ce grand dessein qui consiste à mettre en place le Trans-African Pipeline qui relie Lagos à Tanger. Tout ça pour rappeler que les investissements qui ont été votés ont cette capacité de confirmer l'importance de la dimension africaine du Maroc, et notamment dans la reprise d'un grand projet qui avait été initié par Bill Clinton en l'année 2000, l'AGOA, c'est-à-dire la capacité d'investissement, la loi autorisant ou favorisant les investissements américains sur le continent africain et de facto permettant aux pays africains qui ont signé ces accords d'être exemptés de droits de douane. Les pays du voisinage marocain font partie de cet accord. C'est le cas de la Mauritanie qui y a accédé en 2007, c'est le cas du Sénégal, c'est le cas du Mali. Le caractère encore une fois, de l'africanité du dossier marocain ou de la confirmation de l'africanité du dossier marocain avec la perspective de rentrer dans la CEDEAO peut aussi évidemment largement bénéficier de cette reprise de l'intérêt, si j'ose m'exprimer ainsi de nouveau, de la nouvelle administration Biden pour le continent africain qui avait été un petit peu mise en parenthèse pendant les 4 années du mandat de Donald Trump. Alors, il y a une autre question centrale sur laquelle le Maroc est intransigeant. C'est la question palestinienne. Donc, le roi Mohamed VI l'a réaffirmé. Il a rappelé hier au président Mahmoud Abbas, c'est-à-dire que le Maroc maintient son soutien à la cause palestinienne. Selon vous, avec la donne actuelle, comment est-ce que le Maroc pourra réussir à faciliter aujourd'hui cette solution de création des 2 États entre l'Israël et la Palestine vivant côte à côte? Alors vous avez raison de rappeler ce fait qui est un fait déterminant et qui d'une certaine façon singularise un peu la relation entre le Maroc et Israël par rapport à celles qui l'ont précédé, et je pense notamment à la normalisation des Émirats arabes unis, de Bahreïn, et évidemment qui a été signé et qui est devenu une réalité le 15 septembre dernier, ou le Soudan, le dernier en date, le 23 octobre. Je crois que vous avez raison de rappeler que le roi Mohamed VI, qui préside le comité Al-Quds, a insisté 2 fois en parlant à Mahmoud Abbas le 10 décembre et 23 décembre, donc hier, précisément en
confirmant les deux points que vous évoquez, qui sont, je crois, déterminants. Premièrement, le caractère musulman de Al-Quds, ça a été rappelé, que c'est un fait évidemment incontestable, ou en tout cas sur lequel le roi du Maroc et le président de l'autorité palestinienne, je crois, se sont mis d'accord. Et puis, bien évidemment, la dimension de la solution des deux États, dans conformité avec la résolution 242 du 22 novembre 1967, qui est un petit peu la matrice de la manière dont les États arabes souhaitent dialoguer avec Israël, dans la logique de cette bicéphalité, en faisant en sorte que l'État d'Israël, qui est un État depuis 1948, et la Palestine, qui n'est qu'un statut, qui n'a pas encore d'État, puissent aboutir vers cette bicéphalité. Et je crois que c'est un petit peu ce qui différencie l'accord entre le Maroc et Israël, puisque le Maroc, en tout cas, si j'ai bien compris la teneur de la discussion qu'a eu le roi Mohamed VI avec son homologue palestinien, s'inscrit parfaitement dans l'initiative arabe pour la paix de 2002, où évidemment il s'agit de tendre vers une normalisation avec Israël, à condition que la solution des deux États ne soit pas enterrée. Je ne crois pas que ce soit tout à fait dans ces logiques-là que les Émirats arabes unis, par exemple, ont signé l'accord de normalisation mettant en place les accords d'Abraham le 15 septembre dernier. Donc ce qui confère quand même au Maroc un poids peut-être qui n'a pas été senti lors de la normalisation avec d'autres pays. Excusez-moi, vous pouvez répéter, je ne sais pas. J'ai dit, toutes ces ramifications ou bien le rôle central joué par le Maroc dans la question notamment d'Al-Quds confère aujourd'hui au Maroc un poids peut-être que tous les acteurs n'ont pas aujourd'hui en fait sur cette question-là. Alors, pour la raison, pour la mention que j'ai évoquée, le roi du Maroc est président du comité Al-Quds, évidemment, et cela a son importance au sein de l'Organisation de la coopération islamique. Le commandant des croyants a aussi sa responsabilité symbolique vis-à-vis de la protection de la mosquée Al-Aqsa à Al-Quds, et puis bien évidemment le soutien indéfectible du Maroc à la cause palestinienne. C'est pas le seul, hein. La Tunisie est aussi un acteur déterminant dans cette relation. D'ailleurs, certains disent que le prochain pays qui pourrait normaliser ces relations, même si il y a eu un démenti catégorique hier soir de la part du ministère des Affaires étrangères tunisien, ce serait potentiellement la Tunisie. Donc je crois que le Maroc se singularise par rapport, comme je le disais, à d'autres pays qui sont dans la logique de normalisation avec Israël, en prenant en compte ceux qui ont franchi ce pas en septembre et le 15 septembre et le 23 octobre dernier, donc le Soudan, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, et ceux qui pourraient le faire. On parle de plus en plus du Sultanat d'Oman, on parle de plus en plus de la Mauritanie ou du Koweït. Merci Emmanuel Dupuis. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut donc Prospective et Sécurité en Europe. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Médien TV.